Je me tiens de l'autre côté de la cour, regardant mon frère Callen trôner dans sa chaise de jardin comme un roi d'anniversaire, 30 ans aujourd'hui, et n'ayant jamais travaillé une seule semaine honnête de sa vie. Les guirlandes lumineuses que nous avons accrochées cet après-midi baignent tout le monde d'une lumière chaude qui semble fausse. La fumée du barbecue se mêle au bois brûlant du foyer et 20 membres de la famille rient à une remarque de Callen. Mon verre de vin s'arrête à mi-chemin de mes lèvres lorsque je vois Alara. Elle a 12 ans, tout mon univers, et elle avance vers Callen, un paquet emballé serré dans ses mains tremblantes. Je sais ce qu'il y a dedans. Je l'ai vu travailler dessus pendant 6 mois, caché dans sa chambre après les devoirs, les doigts tachés de peinture pour tissu. Elle ne voulait pas que je voie le résultat final, disant que c'était une surprise. Oncle Callen, chuchote-t-elle à peine au-dessus du crépitement du feu. Je l'ai fait pour toi. Callen prend le paquet sans la regarder. Il est déjà ivre, je le vois à sa façon de se laisser aller. Il déchire le papier comme un enfant, et lorsqu'il sort la veste en jean, ma poitrine se serre de fierté. Elle est magnifique, un denim vintage recouvert de motifs peints à la main, des notes de musique courant sur une épaule, une voiture classique dans le dos, assez détaillée pour que je voie le chrome, des logos de ses groupes préférés autour du col, chaque coup de pinceau révélant des heures de travail et de soins. Callen la soulève 3 secondes. C'est quoi ce truc bon marché? Son rictus fend l'air du soir. Tu l'as acheté à Goodwill? La cour se tait. Même le feu semble s'arrêter de crépiter. Je l'ai peinte, dit Alara. Il lance la veste. Elle traverse l'air en un arc parfait et avant qu'elle n'atterrisse, je bouge déjà, mais elle tombe directement dans le foyer. Les flammes attrapent immédiatement le tissu, dévorant 6 mois d'amour de ma fille en quelques secondes. Alara hurlée se jette en avant. Non. Je cours. Mais elle est plus proche. Sa petite main plonge dans le feu pour sauver ce qui est déjà perdu, et son bras touche le bord métallique. Le bruit de sa chair qui grésille me retourne l'estomac. Elle recule en serrant son bras et l'odeur de sa peau brûlée m'atteint. Mon Dieu. Toujours aussi dramatique, murmure Callen en roulant des yeux. Je rejoins Alara et tombe à genoux à côté d'elle. La brûlure sur son avant-bras fait déjà des cloques, une peau rouge en colère qui va laisser une cicatrice. Elle sanglote, non pas de douleur mais de voir sa création se transformer en cendres. Alara. Arrête de faire une scène. La voix de ma mère. Cher Dravan, maître du sentiment de culpabilité, arrive avec mon père Arlo derrière elle. C'est l'anniversaire de ton oncle. Je les regarde vraiment cette fois, Deirdre dans son nouveau chemisier que j'ai payé, Arlo évitant mon regard comme toujours quand Callen dépasse les limites. Un souvenir me frappe, j'ai 8 ans, exhibant mon nouveau vélo rouge brillant avec un panier blanc, que j'ai économisé 1 an pour acheter. Puis Callen, 5 ans, commence à pleurer parce qu'il le veut, et soudain je lui tends mon vélo parce que les grandes sœurs partagent et la famille prend soin de la famille. Je lui donne des choses depuis toujours. Mon salaire de senior data analyst chez Data Tech Solutions est de $145 000 par an. $1 800 de cela vont chaque mois au loyer de mes parents, $500 pour leurs charges. Ensuite, les aventures commerciales de Callen, le magasin de vape qui a échoué, le projet crypto, le food truck qui a tenu 3 semaines. $67 000 en 3 ans, et j'ai les relevés bancaires pour le prouver. J'ai été leur distributeur automatique, leur filet de sécurité, la solution à tous leurs problèmes. Mais Alara pleure, son bras est brûlé et personne dans cette cour pleine de membres de la famille ne fait autre chose que de paraître mal à l'aise. Je pose mon verre de vin sur l'herbe avec un soin délibéré, la précision que j'utilise au travail pour annoncer de mauvaises nouvelles à un client. On part, dis-je. Marissa, la voix de Deirdre prend ce ton d'avertissement qui me faisait céder immédiatement. Tu exagères. Elle va bien. Je prends Alara dans mes bras sans répondre. Elle a 12 ans mais est petite pour son âge et pose sa tête contre mon épaule, ses larmes trempant mon t-shirt. Marissa, mon père parle enfin. Ne nous embarrasse pas ainsi. Je les regarde, tous, 20 membres de la famille qui ont vu un homme adulte jeter le cadeau d'un enfant dans le feu et ne rien faire. Mes clés sont dans ma poche, je les sors d'une main tout en tenant Alara de l'autre. Maman? Murmure Alara contre mon cou. Ça fait mal. Je sais, ma chérie. On va à l'hôpital. Callen rit dans sa chaise, vraiment rit. Elle l'a à peine touché. Arrête de faire ta chochotte. Quelque chose en moi, qui pliait depuis 41 ans, craque enfin. Pas un bruit dramatique mais un déclic silencieux et définitif,
comme une porte qui se verrouille de l'intérieur. Je ne dis plus un mot, ni à Kalen, ni à mes parents, ni à personne. Je traverse la cour avec Alara dans les bras, le seul bruit étant mes clés et les sanglots doux de ma fille. Derrière moi, Deirdre crie que je gâche la fête, que je suis égoïste, que je déçois la famille. J'ouvre la portière arrière de ma Honda CR-V et aide Alara à s'installer. Son bras brûlé doit être surélevé. Je prends un pull sur le siège avant et le pose doucement sur ses épaules. Ça va aller, lui dis-je. Nous allons bien aller. En reculant, je les vois tous sous l'éclat des guirlandes, ma mère les bras croisés, mon père regardant ses chaussures, Kalen attrapant déjà une autre bière, 20 membres de la famille me regardant partir, et aucun ne suit. À l'hôpital, les lumières fluorescentes de l'urgence sont cruelles, montrant chaque détail que je ne veux pas voir, le visage d'Alara encore taché de larmes, la brûlure rouge sur son avant-bras, le sang séché sur mon col où elle a appuyé sa tête dans la voiture. Le docteur Matthews, environ 50 ans, aux tempes grisonnantes, examine le bras d'Alara avec une attention minutieuse qui me serre la gorge. Ses doigts sont doux en mesurant la brûlure. Second degré, dit-il. La cloque s'étend sur 4 pouces de son avant-bras intérieur. Comment c'est arrivé? Il me regarde, pas Alara. Mon oncle a jeté mon projet artistique dans le feu, dit-elle avant que je puisse répondre, sa voix petite. J'ai essayé de le sauver. La mâchoire du docteur Matthews se serre. Il pose son ruban à mesurer et s'assoit sur un tabouret, à notre hauteur. Je dois expliquer quelque chose. Son ton est sérieux, celui qu'un bon médecin utilise pour annoncer de mauvaises nouvelles. Quand un enfant est blessé par l'imprudence d'un adulte, je suis ce qu'on appelle un rapporteur obligatoire, légalement tenu de contacter les autorités. Mon estomac se noue. Les autorités? Les services de protection de l'enfance et la police. Il regarde Alara, puis moi. Je vais passer les appels. Ils voudront vous parler à tous les deux. La main valide d'Alara serre la mienne. Mon oncle ne voulait pas me faire mal, murmure-t-elle. L'intention n'a pas d'importance, dit le docteur Matthews doucement, ce qui compte, c'est que tu as été blessé, et cela aurait pu être évité. Mon téléphone vibre dans ma poche, 14 appels manqués, 23 textos, tous du même groupe de discussion, la famille Vaughn. Je ne peux m'empêcher d'ouvrir le message. Maman, où as-tu emmené Alara? Il faut qu'on parle. Papa, Marissa, décroché. Kalen, tu es ridicule. Maman, tu nous as embarrassés devant tout le monde. Kalen, c'était une blague, elle va bien. Papa, rappelez-nous maintenant. Les messages s'enchaînent tandis que le docteur Matthews s'occupe du bras d'Alara avec un gel qui l'a fait grimacer. Puis je vois celui de mon père qui fait tout s'éclairer, tu embarrasses cette famille. Reviens ici et excuse-toi auprès de ton frère. Excuse-toi. Pour Kalen. Pour avoir emmené ma fille brûlée à l'hôpital. Je fixe ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. La main intacte d'Alara tient toujours la mienne, petite et confiante, et quelque chose de fondamental change dans ma poitrine. Pas le craquement d'avant, mais un changement silencieux, la clarté après 41 ans de brouillard. Le docteur Matthews explique maintenant les soins de la plaie, parlant de la garder sèche et de surveiller une infection, tandis que j'ouvre mon application bancaire. Mes doigts connaissent le mot de passe par mémoire musculaire. Je consulte l'historique des transactions et fais défiler 3 ans de transferts alignés comme des preuves sur une scène de crime, le vape shop de Kalen, $20 000 transférés en 4 versements le printemps dernier, fermé après 6 mois, le projet crypto de Kalen, $8 000, il m'avait promis un triple rendement, je n'ai jamais vu un sou, le food truck, $15 000 pour équipement et permis, 3 semaines d'existence avant qu'il se lasse, mes parents, $2 300 chaque mois, $1 800 pour le loyer, $500 pour les charges, mais je me souviens des photos de croisière dans les Caraïbes en juillet et de la nouvelle tondeuse en août. $67 000. Le chiffre est sur mon écran, indéniable. Je capture tout, chaque transaction, date et montant, et envoie les images à mon email personnel, celui que personne ne connaît. Le docteur Matthews enveloppe maintenant le bras d'Alara de gaze blanche autour de la peau brûlée. J'ouvre le groupe de discussion familiale Vaughn et joint de capture d'écran. Mon dernier bulletin de salaire montrant mon salaire chez Datatech Solutions et un calcul que j'ai évité pendant des années, loyer, facture, projets avortés, chaque dollar inscrit avec sa date. Mes pouces hésitent au-dessus du clavier. Je tape, la police est en route. Le distributeur est fermé. Débrouillez-vous. Envoyez.
Je regarde les coches bleues apparaître, preuve que tout le monde l'a lu. Puis je remonte 3 ans de messages. Chaque culpabilisation. Chaque manipulation. Chaque fois où ils m'ont fait croire que je leur devais quelque chose. Je coupe le son du groupe. Puis je bloque le numéro de Deirdre, celui d'Arlo, celui de Kaylin. Le téléphone cesse de vibrer. Maman? Alara me regarde, les yeux écarquillés. Que est-ce que tu as fait? Quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Ma voix paraît plus stable que je ne me sens. On frappe à la porte de la salle d'examen. Une femme en pantalon habillé et blazer entre avec une tablette à la main, suivie d'un policier en uniforme, jeune au point de pouvoir être mon neveu, avec des yeux doux et un carnet. Mademoiselle Lewis? Je suis Sandra, des services de protection de l'enfance. Voici l'agent Morrison. Nous devons vous poser quelques questions sur ce soir. Je me lève, tenant toujours la main d'Alara. Je vais tout vous raconter, dis-je. Et je le fais. L'anniversaire. La veste faite à la main. Kaylin la jetant au feu. Alara se jetant dessus. La brûlure. La famille qui m'accusait d'exagérer. Chaque détail sort dans l'ordre chronologique, comme j'organise les données au travail. L'agent Morrison note tout. Le visage de Sandra reste neutre, mais je la vois regarder plusieurs fois le bras bandé d'Alara. Nous devrons parler à votre frère, dit l'agent Morrison. Et à vos parents. Bonne chance. Les mots sortent plus durs que prévu. Ils sont probablement encore à la fête. Mon téléphone vibre. Pas le groupe familial, je l'ai coupé. Une autre notification. Un message vocal d'un numéro inconnu. Je le mets sur haut-parleur sans réfléchir. Marissa. La voix de Deirdre remplit la pièce. Elle a dû emprunter un téléphone. Je ne sais pas ce que tu crois accomplir avec ta petite crise, mais tu es en train de détruire cette famille. Kaylin a fait une erreur. Les gens font des erreurs. C'est ce que font les familles. On pardonne. On avance. On ne court pas chez les avocats et la police comme des étrangers. Un silence. J'entends sa respiration. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour toi. Tous nos sacrifices. Et voilà comment tu nous remercies? En nous humiliant? En nous abandonnant au moment où on a le plus besoin de toi? Le message s'arrête. Sandra me regarde. Vous voulez que je le sauvegarde? J'ai déjà tout sauvegardé, dis-je. Chaque texto. Chaque transaction. Chaque message vocal. 3 ans de preuve. L'agent Morrison relève la tête. C'est très complet. Je suis analyste de données, dis-je simplement. Documenter, c'est mon métier. Alara me serre la main. Ses yeux se ferment. L'antidouleur du docteur Matthews commence à faire effet. On peut rentrer à la maison, maman? À la maison. Pas retourner à la fête. Pas expliquer, s'excuser ou arranger les choses. À la maison. Oui, ma chérie. On peut rentrer. La maison est trop silencieuse dimanche matin. Juste le bruit d'Alara qui bouge dans son sommeil au bout du couloir. Je suis à la table de la cuisine avec mon 2e café quand mon téléphone sonne, numéro inconnu. Je sais ce que je devrais faire. Mais je réponds quand même. Marissa. La voix d'Arlo. Pas son téléphone. Celui de papa. Je sais qui tu es. Kallen est en prison. On a besoin de $5000 pour la caution. Derrière lui, j'entends les sanglots théâtraux de Deirdre. Le genre joué pour un public, avec juste le bon niveau de désespoir. Je l'imagine tamponnant des yeux secs avec un mouchoir. Tu entends ta mère, dit Arlo. Elle s'effondre. Ça la tue. Je sirote mon café. Il est froid. Marissa? Tu es là? Oui. Alors tu vas nous aider? On peut te retrouver au bureau du garant dans 1 heure. Ta mère a besoin de voir Kallen rentrer chez lui. L'aplomb de sa voix est sidérant. Comme si rien de la semaine n'était arrivé. Comme si la brûlure d'Alara n'était pas toujours enveloppée de gaz au bout du couloir. Je raccroche sans un mot. Le téléphone rappelle aussitôt. Numéro inconnu. Je le mets en silencieux et regarde l'écran s'allumer 2 fois encore avant que ça cesse. 10 minutes plus tard,
ma caméra de porte m'envoie une alerte. Je regarde l'application, ils sont là. Arlo et Deirdre sur mon perron, comme si tout leur appartenait. Deirdre pleure. De vraies larmes, ou assez réelles pour les voisins. Elle porte du noir comme en deuil, et Arlo la tient par les épaules d'un geste trop étudié. Je les regarde à travers l'écran. Deirdre appuie 3 fois sur la sonnette. Puis elle parle, sa voix portant dans tout le jardin. Ma propre fille ne répond même pas. Elle n'aide pas son petit frère. Je l'ai élevé mieux que ça. Un jogger ralentit. Madame Rodriguez sort arroser ses plantes alors qu'il n'est même pas 8 heures. Il reste 45 minutes. Deirdre alterne entre sanglots et appel à mon nom. Arlo tente la poignée 2 fois. À un moment, Deirdre s'assied sur les marches, la tête dans les mains. C'est Madame Rodriguez qui appelle la police. Je la vois gesticuler en direction de ma maison, le visage fermé. La voiture de patrouille arrive 12 minutes plus tard. Arlo la voit et touche l'épaule de Deirdre. Elle se lève lentement, essuie ses yeux, et ils repartent vers leur voiture avec dignité. Comme s'ils étaient les victimes. Comme s'ils étaient une famille inquiète repoussée à tort. Ils s'en vont avant que l'agent n'arrive à ma porte. Un SMS d'Arlo arrive 1 heure après. Je le lis pendant qu'Alara picore son petit déjeuner, son bras brûlé posé sur un coussin. Tu as fait ça. Nous allons être à la rue. Je retourne le téléphone. Alara relève les yeux, trop mûrs pour 12 ans. C'était eux? Oui. Que est-ce qu'ils voulaient? De l'argent. Elle recommence à pousser ses œufs sans les manger. Elle n'a pas touché au bacon. Quand j'allume la cuisinière pour faire chauffer du thé, elle sursaute au clic de l'allumeur. Les œufs finissent à la poubelle. Je ne commande pas. L'après-midi, j'appelle la docteure Sarah Williams. Sa secrétaire peut recevoir Alara mardi. Je note le rendez-vous avec la même efficacité qu'une réunion de travail. Mardi soir, Alara sort de sa première séance les yeux rouges. Dr Williams l'accompagne et me lance un regard qui dit tout sans parler. Même heure la semaine prochaine, dit-elle doucement. En voiture, Alara regarde par la fenêtre. À mi-chemin, elle parle enfin. J'ai fait quelque chose de mal? Mes mains se crispent sur le volant. Quoi? Avec la veste. Elle n'était pas assez bien? Je me gare, coupe le moteur, me tourne vers elle. Tu n'as rien fait de mal. Pas une seule chose. Alors pourquoi il? Parce qu'il est cassé à l'intérieur. Et les gens cassés cassent ce qu'ils touchent. Ce n'est pas ta faute. Elle hoche la tête, mais je vois bien qu'elle ne me croit pas encore. Ses affaires d'art sont restées intactes dans un coin de sa chambre. Je les ai vues ce matin en la réveillant. Mercredi, c'est tante Cheryl. Je ne reconnais pas le numéro d'Arizona, alors je réponds en pensant que c'est peut être le travail. Marissa, chérie. Sa voix dégouline de faux soucis. Ta mère m'a appelé. Elle est dévastée. Je n'en doute pas. Je sais qu'il y a eu du drame familial. Mais la famille s'entraide. Tes parents t'ont élevé. Ils ont tant sacrifié. Et Kalen. Ils traversent juste une mauvaise passe. On a tous besoin d'aide parfois. Le discours sonne artificiel. Normal, ce sont les mots de Deirdre dans sa bouche. Je protège ma fille. Cette conversation est terminée. Je raccroche. Jeudi change tout. Jennifer Morgan me rappelle. Je l'ai trouvée via les ressources contre la violence domestique que l'hôpital nous a données. Je n'étais pas sûr qu'elle accepte l'affaire. Mais sa voix est nette et professionnelle. Je prends le dossier pro bono. J'ai vu des cas comme le vôtre. Nous déposons une demande d'ordonnance restrictive contre toute votre famille. Toute la famille? Vos parents ont permis l'agression. Votre frère l'a commise. Toute personne qui vous contacte en leur nom s'ajoute au schéma de harcèlement. Nous bâtissons un mur, Marissa. Un mur légal qu'ils ne pourront pas franchir. Le même après-midi, je gèle nos rapports de crédit à toutes les deux. Jennifer me guide, expliquant que le fait que ma mère connaisse nos numéros de sécurité sociale nous rend vulnérables. Le vol d'identité est courant dans ces situations, dit-elle. L'abus financier ne s'arrête pas juste parce que vous coupez les ponts. Le système de sécurité est installé vendredi matin, caméra à chaque entrée, capteur de mouvement, bouton d'urgence près de mon lit.
Le technicien m'explique tout sur mon téléphone. Vous recevrez des alertes au moindre mouvement. Vous pouvez revoir 30 jours d'images. Vendredi après-midi, mon téléphone professionnel sonne. Harrison. Marissa? Une minute? Je ferme la porte de mon bureau. Bien sûr. Le poste de directrice. Il est à vous si vous le voulez. 175 000 de salaire. Vous l'avez largement mérité. Je m'assieds d'un coup. 30 000 de plus par an. L'argent qui autrefois payait le loyer de ma famille, leurs factures, leurs urgences qui n'en étaient jamais vraiment. Je le veux, dis-je. Félicitations. Le dossier sera prêt lundi. Cette nuit-là, Alara fait un nouveau cauchemar. Je l'entends pleurer à travers le mur et je vais dans sa chambre. Elle est emmêlée dans ses draps, gémissant à propos d'un incendie. Je m'assieds au bord de son lit et lisse ses cheveux. Elle se réveille lentement, ses yeux se fixant sur moi dans l'obscurité. Maman? Je suis là. J'ai rêvé que toute la maison brûlait. Tous mes dessins. Tout. Juste un rêve. On est en sécurité. Elle se blottit contre moi, et je la garde près de moi jusqu'à ce que sa respiration se calme. Mais je ne pars pas. Je reste là, à la regarder dormir, en pensant au tableau que j'ai fait plus tôt. 1008 cents pour le loyer. 5 cents pour les charges. Une multitude de prêts jamais remboursés. 67 000 $ en 3 ans. J'ai financé mes propres abus. Je les ai payés pour nous détruire. Cette prise de conscience pèse dans ma poitrine comme une pierre. Il est presque 4 heures lorsque mon téléphone vibre avec une alerte de sécurité. Je suis retourné dans ma chambre, en train de relire les papiers de l'ordonnance restrictive que Jennifer m'a envoyée, quand la notification s'affiche. Mouvement détecté au garage. J'ouvre la caméra. L'image est granuleuse dans l'obscurité. Mais les lumières à détection s'allument et je le vois clairement. Callen. Il avance vers mon garage avec cette démarche prétentieuse si caractéristique. Les épaules roulées par l'arrogance. Il tient un objet métallique. Un pied de biche, peut-être. Ou une clé des Montreux. Il s'arrête devant la porte du garage et regarde directement la caméra. Il sourit. Mon doigt flotte au-dessus du 911 enregistré dans mes favoris. L'autre prend déjà des captures d'écran, documentant tout. Des preuves pour Jennifer. Pour l'ordonnance restrictive. Callen lève l'objet métallique et s'avance. J'appuie sur appel. 911, quelle est votre urgence? Il y a un intrus à mon garage, je murmure, le regard fixé à l'écran. Sur la vidéo, les projecteurs s'allument d'un éclat aveuglant. Callen sursaute, se protège les yeux, remarque la caméra, fait un geste obscène et recule en titubant. Il s'enfuit dans l'obscurité au moment où une sirène lointaine fend la nuit. Il s'est échappé. Pour l'instant. Le lendemain matin, je suis à ma table de cuisine, un café refroidi entre les mains. La police est arrivée 3 minutes trop tard. Ils ont fait un rapport, ont patrouillé le quartier, mais il avait disparu. Sur la vidéo, 3h47. La démarche reconnaissable de Callen, l'outil métallique brillant dans la lumière du détecteur. J'ai le numéro de rapport. J'ai les images. Mais en fixant l'arrêt sur image au petit matin, autre chose attire mon attention, le Ford Bronco dans l'allée des Vaughan, visible en arrière-plan. J'ai acheté ce camion il y a 2 ans, quand Callen affirmait avoir besoin d'un véhicule fiable pour des entretiens d'embauche. 23 000 $. La carte grise est à mon nom parce que son crédit était catastrophique. L'assurance sort de mon compte chaque mois. 162 $, payé 24 fois. Il conduit mon camion. Alara arrive dans la cuisine, les cheveux en bataille. La brûlure sur son bras guérit, mais reste rose et vive. Elle ne demande plus pourquoi je suis si tôt levé. Elle sait. Bonjour mon cœur. Je referme mon ordinateur. Tu veux des pancakes? Juste des céréales. Elle se sert un bol et on mange en silence. C'est notre nouvelle normalité. Matin calme. Pas de drame. Pas de proches surgissant à l'improviste depuis que j'ai obtenu l'ordonnance restrictive après l'incident de la fête. Mais l'ordonnance ne couvre pas mes biens. Quand Alara part à l'école, j'appelle Kevin, le dépanneur qui m'avait aidé quand mon CRV était tombé en panne l'an dernier. Un gars honnête. Pas de questions inutiles.
Kevin? C'est Marissa Lewis. J'ai besoin qu'on remorque un véhicule. C'est le mien. Carte grise à mon nom. Aucun problème. Quelle heure? 6 heures demain matin, avant que quiconque soit réveillé. Je lui envoie l'adresse des Vaughan et la plaque du Bronco. Puis j'ouvre mon appli bancaire. Le virement automatique pour leur loyer? Annulé depuis 3 semaines. Les charges? Stoppé. Tous les abonnements que je payais? Terminé. Mon téléphone reste silencieux jusqu'à 9h32. Puis l'appel de Callen arrive. Je laisse filer et écoute le message. Sa voix tremble de rage. C'est mon camion. Tu peux pas faire ça. J'en ai besoin pour mes entretiens. Cette dernière phrase me donne presque envie de rire. Entretien. Bien sûr. T'es une sorcière vindicative, tu sais? J'appelle les flics. J'envoie le message à Jennifer Morgan, mon avocate. Réponse en 2 minutes. Parfait. Il vient d'admettre qu'il utilisait ton bien. Tu veux que je réponde? S'il te plaît. Le mail de Jennifer à Callen fait 3 phrases. Professionnel. Froid. Dévastateur. Selon la carte grise, le Ford Bronco 2022 appartient à Mademoiselle Lewis. Elle peut disposer de son bien comme elle l'entend. Vérifier les documents. J'imagine son visage. Le moment où il comprend qu'il n'a aucun recours. Le camion est à moi. Depuis toujours. Cette petite victoire me porte tout le reste de la journée. Alara rentre de l'école, me parle de son cours d'art plastique, et je l'écoute vraiment. On prépare le dîner. On regarde un film. On se couche tôt. L'alerte de ma sonnette connectée me réveille à 2h13. Mon cœur bondit. Kailin est sur mon perron. Titubant. Ivre. Il frappe si fort que la caméra tremble. Marissa, ouvre. Faut qu'on parle. Je compose déjà le 911 quand j'entends la porte d'Alara. Maman? Sa voix est minuscule. Va dans ma chambre. Maintenant. Je la rejoins et l'emmène. Elle se glisse dans mon lit pendant que je reste près de la porte, téléphone en main, prêt à enregistrer. Kailin frappe encore. Je sais que t'es là. Tu te crois maligne? Me prendre mon camion? Appeler les flics? Sa voix monte. Je vais brûler cette maison avec toi dedans. Le sang se glace en moi. Ces mots exacts. Capturés sur la caméra. Sur la messagerie visuelle. 911 Mon frère est sur mon perron. Il viole ses conditions de liberté et menace de brûler ma maison. Le dispatché reste calme. Est-il armé? Je ne sais pas. Je ne vois pas ses mains. Les agents arrivent. Restez à l'intérieur. Alara pleure dans mon dressing, cachée parmi mes chaussures et vêtements, comme le soir où son oncle avait brûlé son cadeau. 7 minutes. 7 minutes de coups et de hurlements. 7 minutes où je me tiens entre lui et elle. Quand les gyrophares apparaissent, Kailin essaie de fuir. Je regarde les policiers le plaquer. Le menotter. Le mettre dans la voiture. Un agent frappe. Mademoiselle Lewis? C'est fini. Je lui montre les images. Les menaces. La messagerie. Il violait ses conditions, dit-il. Et c'est aussi une menace terroriste. Il ne sortira pas cette fois. Après leur départ, je retrouve Alara dans le placard. Je m'assois et la serre. Il est parti? Elle murmure. Oui. Il ne reviendra pas. Le lendemain, Jennifer appelle. Kailin est en détention en attendant l'audience. Le juge a vu les images. Tu as gagné. Parfait. Il y a plus. Je dépose des charges supplémentaires. Ça renforce notre demande d'ordonnance permanente. Je raccroche. Le Bronco est en fourrière. Je pourrais le vendre, récupérer un peu, mais ça semble trop simple. J'appelle l'école pro locale, celle qui forme les jeunes en difficulté à la mécanique. Je voudrais faire don d'un véhicule. 3 jours plus tard, je reçois des photos. Des élèves en combinaison devant le Bronco, souriant, apprenant. Le reçu pour la déduction fiscale arrive. Moins que ce que j'ai payé, mais infiniment plus précieux.
L'association locale contre les violences conjugales m'appelle. Ils suivent le dossier de Kalen. Ils veulent nous aider. Thérapie pour Alara. Aide juridique. Un réseau de gens qui comprennent ce que c'est de s'en sortir. Je prends leur carte. Épinglez-le sur mon réfrigérateur à côté du dernier dessin d'Alara. Mon téléphone vibre. Un message vocal de Deirdre. J'ai failli le supprimer, mais Jennifer a dit de tout garder. Marissa. La voix de ma mère est désespérée. Nous n'avons nulle part où aller. L'expulsion est dans 5 jours. Ton père essaie de trouver du travail, mais nous avons besoin d'aide. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas simplement nous abandonner. Je sauvegarde le message vocal. Je le transfère à Jennifer. Puis je bloque le numéro. Cette nuit-là, pendant qu'Alara fait ses devoirs à la table de la cuisine, un autre appel arrive. Numéro inconnu. Je laisse aller sur la messagerie vocale. C'est une entreprise de stockage. Il cherche Arlo Vaughan. Son box est abandonné depuis 6 mois. Impayé. Ils vont mettre le contenu aux enchères la semaine prochaine. Je les rappelle. Ici Marissa Lewis. Arlo Vaughan est mon père. Que contient le box? Des meubles. Des cartons. Des objets ménagers apparemment. Allez-vous payer le loyer en retard? Non, mettez-le aux enchères. Parce que c'est le schéma, n'est-ce pas? Ils ont vécu au-dessus de leurs moyens bien avant que je commence à financer leur style de vie. Les croisières pendant que je payais leur loyer. Les nouvelles voitures pendant que je couvrais la caution de Kayla. Le box qu'ils ne pouvaient pas se permettre tout en exigeant que je les soutienne. Je n'aidais jamais, j'encourageais. Jennifer rappelle le lendemain matin. La famille élargie pose des questions. Ta tante Cheryl a appelé mon bureau. Que lui as-tu dit? Que tu n'avais aucun commentaire. Mais Marissa? Il commence à voir la vérité. L'expulsion. Les arrestations. Le box. Ils font le lien. Je raccroche et regarde Alara. Elle dessine à nouveau. Pour la première fois depuis l'incendie. Sa main se déplace sur le papier avec confiance. Le distributeur automatique est définitivement hors service. Et je n'ouvrirai plus jamais mon entreprise. Jour 29 de l'avis d'expulsion. Et ma boîte mail émet un son que j'avais l'habitude de redouter. Le nom de Deirdre apparaît à l'écran. Mon doigt hésite sur le bouton supprimer. Mais Jennifer m'a dit de tout garder. Alors j'ouvre. L'objet du mail indique, s'il te plaît, écoute juste. 2 photos apparaissent d'abord. Moi à 7 ans. Kayla à peine 3. Tous deux sur une balançoire dans le jardin. Une autre à Noël. Kayla ouvre ses cadeaux pendant que je l'aide à déchirer le papier. Le mail lui-même est court. C'était des moments plus heureux, n'est-ce pas? Avant que tu nous tournes le dos. Je me demande ce qu'Alara penserait si elle savait quel genre de personne est vraiment sa mère. J'ai encore les numéros de sécurité sociale de toi et d'Alara depuis que nous avons fait vos impôts, tu te souviens? Réfléchis à ce que tu fais à cette famille. Je le lis 2 fois. La menace est assez claire. Vol d'identité enveloppé dans une couverture de culpabilité et de nostalgie. Je le transfère à Jennifer avec une seule ligne, est-ce ce que je pense? Sa réponse arrive en moins de 5 minutes, oh, c'est magnifique. Capture tout. Ça nous aide énormément. Je ne me sens pas magnifique. Je me sens fatigué. Mais je capture le mail, sauvegarde les photos avec les eurodatages et les ajoute au dossier évidence qui contient maintenant 47 éléments. L'audience d'urgence pour l'ordonnance restrictive permanente a lieu 3 jours plus tard dans une salle d'audience qui sent le polish et le vieux papier. Jennifer est assise à côté de moi à la table du plaignant, son blazer bordeaux net et professionnel. De l'autre côté, mes parents ont un avocat commis d'office qui semble sortir tout droit de l'école de droit. Kalen apparaît sur l'écran vidéo depuis la prison du comté, combinaison orange contrastant avec le mur blanc derrière lui, cheveux plus courts que dans mes souvenirs, cerne sous les yeux. Il regarde la caméra avec la même expression de droit qu'il a toujours eue. La juge Patricia Williams, dans la soixantaine, cheveux gris tirés en arrière, lunettes posées sur le nez, examine le dossier de preuves soumis par Jennifer, vidéo de la fête d'anniversaire, rapport hospitalier avec photo de la brûlure d'Alara, transcription des messages vocaux de Deirdre, le mail avec ses menaces à peine voilées. M et Madame Vaughan, dit la juge Williams sans lever les yeux.
J'ai examiné le rapport des services de protection de l'enfance. Il confirme que les actes de votre petit-fils constituaient une mise en danger d'enfant et que vous, en tant qu'adulte présent, n'avez pas intervenu ni recherché de soins médicaux pour le mineur. Deirdre commence à parler, mais l'avocat commis d'office touche son bras. Elle l'ignore. Votre honneur, nous sommes ses parents. Marissa exagère un simple accident. Callen n'avait aucune mauvaise intention. Cette veste était pratiquement à jeter et Alara n'aurait pas dû être si sensible. Madame Vaughn, la voix de la juge tranche comme une lame à travers la salle, votre fils a jeté le cadeau fait main d'un enfant dans le feu. Quand cet enfant a tenté de le récupérer, elle a subi des brûlures au second degré nécessitant des soins médicaux d'urgence. Votre réaction a été de lui dire d'arrêter de faire une scène. Est-ce votre témoignage? La bouche de ma mère s'ouvre et se referme. À côté d'elle, mon père fixe ses mains. La juge Williams regarde l'écran où Callen est assis. Monsieur Vaughn, vous avez été arrêté pour menace terroriste envers votre sœur. Les images de la caméra de sonnette montrent que vous étiez ivre à 4 heures du matin, puis de nouveau menaçant de brûler sa maison avec elle et sa fille à l'intérieur. Contestez-vous ces faits? Callen hausse les épaules. J'étais ivre. Les gens disent des choses stupides quand ils sont ivres. Les gens disent ce qu'ils pensent quand ils sont ivres, répond la juge Williams, retirant ses lunettes et le regardant droit dans les yeux à travers l'écran. Ils perdent juste le filtre qui les empêche habituellement de le dire à voix haute. Elle prend un autre document. J'examine aussi un mail envoyé par Madame Vaughn contenant ce qui semble être une menace d'utiliser de manière abusive ses numéros de sécurité sociale et celui de sa fille. Madame Vaughn, avez-vous envoyé ce mail? Le visage de Deirdre pâlit. J'étais énervé. Je ne comptais pas vraiment le faire. Répondez à la question. L'avez-vous envoyé? Oui. Mais. Merci. La juge Williams prend note sur les papiers devant elle. Elle me regarde pour la première fois, son expression s'adoucit légèrement. Mademoiselle Lewis, je prononce une ordonnance restrictive complète valable 5 ans. Les défendeurs sont interdits de tout contact avec vous ou votre fille, appel, mail, SMS, contact sur les réseaux sociaux ou via des tiers. Ils doivent maintenir une distance d'au moins 500 pieds de votre domicile, de l'école de votre fille et de votre lieu de travail. Un soulagement m'envahit, mais je garde mon visage neutre. Jennifer serre ma main sous la table. Votre honneur, c'est excessif, tente l'avocat commis d'office. Ce sont ses parents, il devrait y avoir un certain contact. Maître, vos clients ont démontré un schéma d'exploitation financière, de manipulation émotionnelle et, plus récemment, de menaces de vol d'identité. La mère a été témoin de son fils brûlant un enfant et a dit à cet enfant qu'elle faisait une scène. Je ne vois aucune raison que le contact avec ces individus serve un but bénéfique pour mademoiselle Lewis ou sa fille mineure. Le marteau tombe avec un claquement net qui résonne dans la salle. À l'extérieur, Jennifer me raccompagne à ma voiture. L'air est froid, je resserre mon manteau. Le procureur a reçu vos documents sur les menaces de Callen. Il dit qu'on lui a proposé un accord, 18 mois de prison au lieu de risquer 5 ans au procès. Son avocat recommande qu'il accepte. Le fera-t-il? Quelqu'un qui compare 5 ans potentiels à 18 mois garantis? Oui, il acceptera. Je déverrouille ma voiture, mais ne monte pas encore. Et pour les numéros de sécurité sociale? Je vous aide à placer des alertes de fraude sur tous vos rapports de crédit aujourd'hui. Le gel de crédit permanent que vous avez déjà reste en place pour vous et Alara. Nous mettons aussi à jour vos procurations pour exclure explicitement tout membre de la famille. Votre testament sera révisé pour les retirer comme bénéficiaires, et le bénéficiaire de votre assurance vie sera changé pour un trust pour Alara. Elle me tend un dossier. Tout ce dont vous avez besoin est là. Signez aux onglets et apportez-le à mon bureau demain. Ce soir-là, un colis arrive. Pas d'adresse de retour, mais le cachet postal vient de l'école professionnelle de l'autre côté de la ville. À l'intérieur, une photo encadrée montrant 3 étudiants en combinaison travaillant sur le moteur du Bronco. Le camion a meilleure allure que quand Callen l'avait. Une petite plaque en bas du cadre, offerte par Marissa Lewis en soutien aux étudiants qui travaillent pour leur avenir. Je l'accroche dans le couloir, là où je la verrai chaque matin. Un rappel que les ressources vont à ceux qui travaillent, pas à ceux qui prennent. Plus tard, j'ouvre mon application bancaire et mets en place un virement automatique mensuel de $2300, exactement ce que je gaspillais auparavant pour le loyer et les factures de mes parents.
L'argent va directement dans le fonds universitaire d'Alara. Le distributeur automatique est définitivement hors service, mais le coffre est maintenant ouvert pour les personnes qui comptent. 6 mois ont passé depuis cette nuit aux urgences, et je me tiens dans ma cuisine, regardant Alara retourner des pancakes avec ses 2 meilleurs amis. La cicatrice sur son avant-bras capte la lumière du matin, estompée mais visible. Elle ne la cache plus. Maman, peut-on faire des cookies aux pépites de chocolat ensuite, demande Alara, agitant la spatule comme une baguette de chef d'orchestre. Seulement si tu ne déclenches plus l'alarme à fumer, dis-je. Les 3 filles éclatent de rire. Il y a 6 mois, le bruit de la gazinière aurait fait fuir Alara de la pièce. Le docteur Williams dit que c'est ça, guérir, pas parfait, mais fonctionnel. Madame Rodriguez apparaît à la porte arrière avec un panier de fraises fraîches de son jardin. Elle est devenue ce que Deirdre n'a jamais été, une figure grand-maternelle qui se montre sans attendre de paiement. J'ai entendu des crêpes, dit-elle en entrant. J'espère que vous en avez fait assez pour une personne de plus. La table de la cuisine est couverte de fournitures artistiques. Alara travaille sur un nouveau design de veste, cette fois pour elle-même, avec des coups de pinceau audacieux en cramoisi et or, rien de timide. La thérapie artistique avait commencé comme un traitement, maintenant c'est juste elle. Plus tard dans la matinée, je trouve l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Toute blanche, l'écriture de Deirdre sur le devant. Pas d'adresse de retour, mais je reconnais l'inclinaison de ces lettres. Je l'emporte près de la cheminée et la lis une fois, juste une fois. Elle écrit sur les difficultés, sur sa vie dans le sous-sol de son cousin à 3 états de là, sur Arlo qui travaille comme emballeur à l'épicerie à 65 ans et revient avec les pieds douloureux, elle ne s'excuse jamais. À la place, elle explique combien tout est difficile, qu'ils survivent à peine, que la famille devrait aider la famille. La manipulation est si familière que cela me fait presque rire. Je laisse tomber la lettre dans la cheminée et regarde le papier se recroqueviller et noircir. Les flammes consument ces mots de la même manière qu'elles avaient consumé la veste d'Alara il y a des mois. Mais cette fois, pas de cris, pas de tentative désespérée de sauver ce qui brûle, juste la libération. Ce soir-là, notre famille choisie se rassemble autour de ma table à manger, Harrison et sa femme Diane, Madame Rodriguez avec ses célèbres empanadas. Nous avons commencé ces dîners mensuels il y a 3 mois, et ils sont devenus le genre de tradition que je veux vraiment garder. L'anniversaire d'Alara est la semaine prochaine. Diane dit en passant la salade, avez-vous pensé à ce qu'elle veut? Elle a fait une liste de cadeaux au magasin de fournitures artistiques, dis-je. Pas besoin de cadeaux faits maison. Harrison rit. Il est mon patron depuis 8 ans, mais quelque part en chemin, il est devenu de la famille, le genre qui n'envoie pas de facture. 2 jours plus tard, je me tiens dans une galerie d'art jeunesse, regardant des inconnus admirer le travail de ma fille. L'œuvre s'intitule Phoenix Rising. C'est une veste en jean, peinte pour donner l'impression qu'elle émerge des flammes. Le symbolisme n'est pas subtil, mais Alara a 12 ans. La subtilité peut attendre. Elle se tient à côté de son œuvre, les épaules droites, expliquant sa technique à une femme portant un badge de galerie. La confiance qui se dégage d'elle me fait battre le cœur d'une manière merveilleuse. Mon téléphone vibre dans mon sac. Je le sors et vois l'identifiant de l'appel, Centre correctionnel de l'État, appel en PCV, Callen. Je montre l'écran à Alara. Elle y jette un coup d'œil, puis retourne au public autour de son œuvre. Je n'ai pas besoin de lui parler, dit-elle. Je suis occupée à être heureuse. Je refuse l'appel et bloque le numéro de l'établissement. Là, dans la galerie, avec les gens qui circulent autour de nous, je coupe le dernier fil. Ce soir-là, je m'assois sur la terrasse arrière avec mon journal. Des guirlandes lumineuses brillent au-dessus de ma tête, les mêmes que celles qui étaient accrochées à l'anniversaire de Callen. Mais celles-ci sont à moi, posées par mes propres mains, illuminant un espace où la manipulation n'est pas la bienvenue. J'écris, il y a 1 an, j'étais un distributeur automatique. Aujourd'hui, je suis une mère. À côté de moi, Alara peint sur une toile fraîche. Ses coups de pinceau sont confiants, sûrs. La musique de Madame Rodriguez s'échappe de chez elle, quelque chose de doux et espagnol qui rend la soirée parfaite. Voilà à quoi ressemble la liberté, pas dramatique, pas explosive, juste paisible. J'ajoute une dernière ligne à mon journal, le distributeur est définitivement hors service. Alara jette un œil à ce que j'ai écrit et sourit. Bien, dit-elle. Nous n'avons jamais eu besoin d'eux de toute façon. Triste. Elle a raison. Nous n'en avions pas besoin.
Avez-vous déjà dû choisir entre la famille et la sécurité de votre enfant? Parfois, aimer signifie laisser partir. Qu'auriez-vous fait?